Bonsoir à tous, je suis très heureux d'animer cette nuit du droit ici au Conseil d'État dans cette salle magnifique, la salle Pierre Laroque, le fondateur de la sécurité sociale. On va vivre ensemble 2 heures, 2 heures de débat autour des enjeux du numérique et on a décidé de démarrer cette soirée dans les coulisses parce que finalement le numérique demande beaucoup de transparence et la transparence c'est aussi montrer un petit peu la manière dont se fabrique une émission. On peut voir le réalisateur, toute l'équipe technique et ici la régie est installée dans cette salle de lecture. Et c'est comme ça qu'on voulait démarrer cette nuit du droit où il sera question de démocratie, des liens entre la démocratie et le numérique, des liens entre le numérique et la consommation, et des liens entre le numérique et la pédagogie et la transmission. Et je vais moi aussi faire un mouvement comme ça, je vais arriver pour transmettre la parole au vice-président du Conseil d'État, Didier Rolland-Tabuteau. Bonsoir, merci de nous accueillir ici dans cette belle salle. Je n'ai pas dit trop de bêtises là sur Pierre Laroque, c'est bien la sécurité sociale? Pour l'instant, c'est parfait. Pour l'instant, c'est parfait. À vos Bonsoir, côtés. bienvenue au Conseil d'État. Merci beaucoup. On a pris un peu de place avec l'équipe technique. À vos côtés, François Molinier, qui est le président de l'Ordre des avocats au Conseil. On peut mettre un pluriel ou alors on peut dire Conseil d'État. On met au pluriel. C'est ça. Bonsoir. Et avocat de la Cour de cassation. Peut-être première question pour comprendre les liens entre le Conseil d'État et cette nuit du droit. Qu'est-ce qui a motivé votre envie d'associer le Conseil d'État à cette nuit du droit pour cette grande soirée? Je crois que c'était très naturel. Le droit, c'est l'organisation de la vie en société, c'est le métier du Conseil d'État, c'est l'organisation des règles qui font que on s'arrête au feu quand il est rouge ou on part en congé payé quand on a travaillé. Donc voilà, ces règles, c'est la façon de vivre ensemble qui est définie par le droit. Et donc les mettre en valeur, montrer qu'elles sont accessibles, comment elles se fabriquent, comment elles se construisent, ça nous paraît important. Et puis, c'est aussi, il faut le reconnaître, l'envie de montrer aux jeunes qui pensent à un métier, qui ont envie d'un métier, qui sont engagés dans des études. Ah, il y a une volonté de communiquer, donc un petit peu. Un petit peu. Les métiers du droit sont de beaux métiers. Le droit administratif est un droit passionnant. Et donc, c'est aussi pour donner envie de venir vers ces métiers qui ont du sens. Ce sont des métiers de la vie concrète, de la vie quotidienne. Est-ce que c'est aussi des métiers qui souffrent d'une quête de sens? On sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés par ces jeunes qui se réfléchissent, qui parfois ne vont pas se diriger vers certaines voies, certains métiers. Est-ce que c'est le cas pour le droit ou ça a l'air d'être encore... Ah, vraiment, je crois vraiment que le droit, cet engagement dans le vivre ensemble, c'est quelque chose qui a très vite du sens. Et en tout cas, tous ceux qui nous rejoignent, tous les étudiants qu'on accompagne, je crois, trouvent très rapidement le sens du métier qui est le métier du droit. Voilà, et ces étudiants, ils sont nombreux sans doute à nous regarder ce soir. Ils sont également dans la salle qu'on va découvrir dans un instant. François Molinier, presque même question. Le sens de votre engagement, de cette association à cette soirée? Écoutez, la nuit du droit, c'est l'occasion de mettre dans la lumière le droit, son importance dans la vie. Finalement, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, on fait du droit sans le savoir. Quand on est citoyen, il y a un certain nombre d'actes qu'on accomplit dans la vie de tous les jours, qui sont des actes juridiques. Eh bien, c'est l'occasion, cette nuit du droit, de le mettre en scène, de comprendre, comme Monsieur le vice-président l'a expliqué, comment il est fabriqué, comment il est appliqué, et qui sont ses acteurs. Alors, il y a des acteurs, et puis il y a une thématique. La thématique de ce soir, c'est le numérique. D'ailleurs, je vais reprendre l'intitulé, les liaisons non pas dangereuses, mais vertueuses. Pourquoi ce thème, Monsieur le Vice-président? Je crois que le thème s'imposait assez largement. Depuis quelques années, on le voit monter. C'est un thème... le numérique change notre vie. Il change la façon d'enseigner, il change la façon de voyager, il change la façon de communiquer, il change la façon de travailler. C'est vraiment une transformation très profonde de nos modes de vie. Et donc, le droit accompagne évidemment ces révolutions technologiques, ces révolutions sociétales. Et donc, c'était un thème assez naturel. Et puis, je crois que pour le Conseil d'État, dans cette maison au Palais Royal, il y a un élément de plus, qui est que très tôt, le Conseil d'État s'est intéressé à ces questions. En 1971, donc vous voyez qu'il y a très longtemps, le Conseil d'État avait fait produit un rapport sur l'informatique et les libertés individuelles. Il y a eu ensuite un deuxième rapport en 1975, un rapport Tricot qui a conduit à la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés. Et on a continué sur ce chemin à produire des réflexions dans le cadre de notre activité d'études, qui est une des missions du Conseil d'État, au-delà de sa fonction de juge et de conseil du gouvernement et du Parlement. Et on a même produit en 1998, qui était assez tôt, un rapport sur Internet. Et l'an dernier, on a produit 2 études importantes, je crois, l'une sur les réseaux sociaux et l'autre qui est au cœur de cette soirée, qui est une étude sur l'intelligence artificielle et son utilisation dans l'action publique.
Donc le Conseil d'État est très connecté depuis le début à Internet, même si, je dois bien l'avouer, le Wi-Fi fonctionne assez mal ici, hein, pour avoir travaillé cet après-midi à la préparation de cette soirée. Dernière question à vous, François Molinier. La conférence du stage des avocats, vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste, ce que c'est pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent et qui sont moins aguerris à l'univers du droit? Eh bien, c'est très simple. C'est un concours d'éloquence qui est ouvert aux étudiants, aux universitaires, à tous les juristes, et qui permet de distinguer une fois par an 4 brillants jeunes secrétaires qui sont les lauréats du concours et qui ont notamment en charge l'organisation du concours l'année suivante. Très bien, je crois qu'on peut commencer officiellement cette soirée. Moi, je vais me rendre du côté de la salle d'Assemblée Générale, hein, c'est bien ça. Faut passer par où? Par la droite, c'est ça? C'est le chemin normal, mais si vous voulez, je peux vous montrer un raccourci, vous faire gagner un petit peu de temps. Et les raccourcis dans le numérique, on aime bien ça. On vous suit, enfin je vous suis. Montrer une porte secrète qui sera évidemment un peu moins secrète quand vous l'aurez empruntée. On est quelques-uns à vous regarder, effectivement. Waouh! Donc on est vraiment comme dans les films, là. Hein. T'as vu, Juan? T'as une porte dans une bibliothèque. Je vous en prie, la salle d'Assemblée Générale. Merci, monsieur le vice-président. Ah ouais, vous êtes là. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous pouvez applaudir, on est un peu comme au cinéma. Hein. Ah oui. Vous êtes effectivement donc nombreux à être là physiquement, nombreux à nous suivre sur les différents réseaux sociaux du Conseil d'État, LinkedIn, YouTube ou encore Instagram. Est-ce que vous avez eu le temps d'apprécier un peu le décor? Parce qu'on a mis un petit peu de temps à démarrer. Oui, vous avez vu ce qui se passe, ces fresques? Est-ce que quelqu'un peut me renseigner peut-être sur l'origine de ces fresques? Qui connaît? Qui sait? Ah, monsieur, comment vous appelez-vous? Thierry Thuot, je suis le président de la section d'intérieur. Ah oui, je crois qu'on doit se voir tout à l'heure. C'est bien ça. Il y a d'autres personnes que j'interviewe tout à l'heure, comme ça je les repère tout de suite. Monsieur là-bas, très bien. Des fresques d'Henri Martin qui datent des années 20 et qui représentent des forces vives de la France, les forces intellectuelles avec la réflexion d'un conseiller d'État, le commerce sur le Vieux-Port, la réflexion de la place de la Concorde, et puis l'agriculture qui à l'époque avait les honneurs des labours, de la moisson, et qui représente la France plus traditionnelle. Et puis au plafond, vous pouvez le voir si les caméras peuvent le montrer, les principaux codes, les devises des ministères, la justice et les grands textes régissant le Conseil d'État. Ça a l'air très luxueux. Je dois à la vérité de préciser que toutes les sculptures sont en papier mâché doré. Voilà, c'est bien et encore une fois, c'est faire preuve de transparence. Et donc la France laborieuse se présente devant le Conseil d'État. Je crois que c'est son nom officiel. Merci beaucoup Thierry. Et donc à tout à l'heure. Hein. Voilà. Ah, le port de Marseille, effectivement, qui est ici. Merci madame pour cette précision. Marseille est ici et je crois que Paris est là puisque Paris est en travaux. On y va. Alors, on va pouvoir donc commencer cette belle soirée, mesdames et messieurs. Nous allons donc vivre ensemble, mesdames et messieurs, la nuit. François, attention. As-tu demandé l'autorisation avant de nommer ces gens mesdames, messieurs? Non. Voyons, en disant mesdames, messieurs, tu dévoiles une information privée. Tu donnes leur sexe, ou plutôt leur genre. En les nommant mesdames, messieurs, tu donnes une information parfaitement inutile au bon déroulement de cette soirée. Alors, à quoi bon mesdames, à quoi bon messieurs? C'est la question du Conseil d'État. Une association a saisi le Conseil d'État en observant que quand on achète un billet de train à la SNCF sur Internet, il faut cocher obligatoirement soit la case « Monsieur », soit la case « Madame ». L'association soutient que c'est contraire aux règles européennes, ces règles qui prévoient que les informations ne peuvent être stockées, récoltées, que si elles sont strictement nécessaires au service. Or, en quoi est-il nécessaire à la SNCF de savoir que le voyageur qu'elle transporte est un monsieur ou une madame? Après tout, les wagons de la SNCF ne sont ni les salons de l'Automobile Club de France, ni des Vespasiennes. Ils ne sont pas réservés aux hommes. En défense, la SNCF s'insurge. Comment s'adresser à ses clients, ses vénérables clients, sans leur donner du messieurs et du madame? Les usages de la langue française, les lois du marketing, la plus élémentaire des politesses, exigent d'interpeller autrui par sa civilité. Alors vaut-il mieux être indiscret ou grossier? Le Conseil d'État a jugé l'affaire sérieuse. Par un arrêt du 21 juin dernier, il a renvoyé au juge de l'Union européenne le soin de trancher l'épineux problème. C'est donc à Luxembourg, d'ici 1, voire plutôt 2 ans, que le sort
de la case Monsieur et de la case Madame sera scellé. Pour l'heure, j'ai bien lu la décision du 21 juin dernier. J'observe que siégeait parmi les juges Monsieur, et la civilité est dans le corps de la décision, Monsieur Alexandre Lallet. Monsieur Lallet, vous êtes dans la salle, alors dites-nous, avez-vous consenti à ce qu'on dévoile ainsi votre civilité? Jugez-vous d'ailleurs l'information utile à la bonne compréhension de la décision de justice? Vous aurez l'occasion de nous répondre puisque c'est vous que nous allons entendre, accompagnés de vos invités, sur le thème du numérique et de la consommation. Ce sera la première table ronde. Quelques cahiers, une poignée de crayons et une gomme. C'est ce qui compose encore le cartable des élèves. Et pourtant, l'école se numérise. Les livres, les pages des livres se tournent sur clavier. Plus d'agenda, seulement pronotes. Excel et Word sont enseignés aux côtés de Pythagore et Thalès. Et le latin, ah, le latin. Cette langue définitivement morte se fait supplanter par le binaire. D'outil à l'apprentissage, le numérique en est devenu l'objet, puis le support. Aujourd'hui, nul besoin qu'une école soit ouverte pour que ses élèves y étudient. Cours numériques, en distanciel, visioconférence, vidéoconférence. Appelez cela comme bon vous semble, c'est la nouvelle forme d'enseignement. Pas celle du futur, non, celle du présent, née de la crise sanitaire et entrée dans les mœurs depuis lors. Alors comment s'adapter à cette nouvelle méthode d'enseignement numérique hors du cadre exceptionnel que fut la crise sanitaire? C'est le grand défi auquel notre droit est appelé à répondre. Pour cela, il lui faut d'abord protéger les droits des élèves et des enseignants. En ce sens, dans sa décision du 30 mars 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a soumis à un règlement européen intitulé RGPD la diffusion en direct par vidéoconférence des cours d'enseignement public. Ce même RGPD qui protège les données personnelles. Le corbeau et le renard, une fable de La Fontaine. Demain dès l'aube, un poème de Victor Hugo. Le déserteur, une chanson de Boris Vian, peut-être, mais pas au sens du RGPD, qui les assimile avant tout à des données personnelles aux professeurs qui les enseignent. Concrètement, lorsque cet enseignement se fait par vidéoconférence, l'enseignant doit consentir à sa diffusion en direct par l'école. Il faut ensuite déterminer quelle place le numérique doit occuper dans l'enseignement. C'est ce que devra résoudre le Conseil d'État, lui qui, par des décisions du 26 juillet et 4 août dernier, a rejeté des requêtes dirigées contre un décret du ministre de l'Éducation dont l'objectif était de limiter le nombre d'élèves contraints de suivre un enseignement à distance. Tout s'éclaire. Le numérique paraît nécessaire s'il reste secondaire, soit qu'il pallie l'impossibilité exceptionnelle de suivre un cours traditionnel, soit qu'il l'enrichit par ses nombreux outils. Outils sur lesquels, à n'en point douter, mesdames Missire et Fombeur reviendront au cours de la deuxième table ronde. Chers amis, noctambules du droit, ce soir, je vais vous parler d'amour. D'amour et de vote par correspondance électronique. Car le suffrage numérique, à tout prendre, qu'est-ce? Si ce n'est un rendez-vous galant avec la République. Un identifiant par email, un code secret par texto, reçu sur le GSM de nos Français expatriés. Même le code électoral parle la langue universelle. Et son juge aussi. Car chacun le sait, le Conseil constitutionnel est un grand romantique. Alors le 20 janvier 2023, il n'hésite pas. Il annule les élections des 2e et 9e circonscriptions des Français établis hors de France. Pour cause, le scrutin est dépourvu de sincérité. La majorité des votants n'a pas reçu le texto contenant le code. Ils n'ont pu se connecter et voter. Alors j'en appelle à notre 3e invité, Jean Massier. Jean, au secours! L'État n'a plus de 5G. Adieu, le temps des bulletins déposés amoureusement dans l'urne pour chasser les trottinettes électriques de nos pavés. Désormais, la République, c'est moi. Le code par texto si tu as du réseau, l'hologramme politique si tu as beaucoup de réseau. Adieu, le temps des bulletins déposés frauduleusement dans l'urne
Plus d'excuses fallacieuses pour marcher sur le Capitole déguisé en bison forestier. Désormais, pour tricher, il te suffit de couper joyeusement la ligne téléphonique de ton voisin ou de dérober son téléphone cellulaire. Qui sait? Peut-être que les Russes éliront nos futurs députés. Mais le juge électoral n'est pas dupe. Les défaillances ici n'étaient dues ni aux élus ni aux candidats, car au suffrage, comme en amour, parfois ça ne fonctionne pas. Alors on recommence. Chers amis noctambules du droit, on ne badine pas avec les élections législatives. Pour en juger, je vous laisse entre de bonnes mains, celle de M. Stéphane Bouillon, secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, M. Raphaël Dohan, magistrat au tribunal administratif de Paris, et M. Jean Massier, créateur et animateur de l'émission politique Backseat. Et nous ne pouvions pas conclure cette ouverture sans évoquer l'intelligence artificielle. Tour à tour, gadget, bénédiction ou danger, elle suscite tous les fantasmes. Voyageons un peu et citons l'exemple de ces 2 avocats américains condamnés récemment pour avoir utilisé des jurisprudences fabriquées de toutes pièces par ChatGPT. En ce qui nous concerne, je tiens à vous rassurer, nous avons écrit cette chronique tout seuls, à l'ancienne. Personne ne pourra donc se défausser sur un robot innocent. Car à en croire certains, cet outil ne serait ni bon ni mauvais. Seul compterait la façon de s'en servir. La question fait pourtant débat. Pour être performante, une intelligence artificielle doit puiser ailleurs la source de ses connaissances. L'Italie a ainsi bloqué ChatGPT, encore lui, au motif qu'il ne respecterait pas le droit des données personnelles. Car le fait qu'une donnée soit publique et librement accessible ne rend pas son utilisation licite. Et s'il vous prenait l'envie d'assister aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, sachez que Big Brother vous souhaite la bienvenue. Un algorithme est en effet chargé d'analyser les images de vidéosurveillance afin d'y déceler en temps réel les atteintes à la loi. Cette expérimentation, limitée dans le temps et dans l'espace, est placée sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Chacune de ces étapes débouche sur une décision administrative, elle-même contrôlée par le juge. Telles sont les conclusions d'un avis du Conseil d'État du 15 décembre dernier. Mais son tout récent décret d'application offre-t-il les mêmes garanties? En cet instant, le temps nous manque pour évoquer avec vous la pseudonymisation des décisions de justice, l'amélioration concrète du service public ou encore la détection automatisée des piscines en matière de lutte contre la fraude fiscale. En chacun de ces domaines, l'intelligence artificielle a un rôle à jouer. Les plus curieux se reporteront à l'étude du Conseil d'État, publiée le 31 août 2022, où ils écouteront le grand débat de ce soir. Loin des craintes souvent exagérées qu'elle suscite, son utilisation ambitieuse pourrait être mise au service de tous. Samuel Colt, l'inventeur du revolver, disait que si Dieu avait créé des hommes grands et d'autres petits, lui les avait rendus égaux. Le jour où ces algorithmes seront suffisamment puissants pour produire des écritures irréprochables, quel critère permettra de distinguer un avocat de la multitude de ses confrères? Ce jour-là, seule la façon de présenter ses arguments sera le critère discriminant. Et l'on se rappellera alors que l'éloquence et la rhétorique ne sont pas des vains mots. Bravo. Bravo à eux. Et on peut donc applaudir bien fort Dorothée, Flora, Jean-Baptiste et Kevin. Merci à vous. François, comment vous l'avez trouvé? Excellent. Non, excellent. Vous avez vu, tout l'art a consisté à trouver des arrêts et à les présenter d'une façon éloquente, intéressante. Et c'était une bonne manière, effectivement, d'annoncer le sommaire de cette nuit du droit. Merci à vous.